nouveau bras de fer entre la CEDEAO. La CEDEAO, donc, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les autorités de la transition guinéenne. Donc, dans un sommet extraordinaire tenu jeudi 22 septembre à New York, les dirigeants des États ouest-africains ont décidé de prendre des sanctions progressives contre les autorités militaires, les autorités de la transition en Guinée, face à l'inflexibilité des militaires pour une date de retour de civils au pouvoir. D'abord, Brahima Sidibé, que vous inspirent ces sanctions à l'encontre des autorités de la transition guinéenne? Oui, d'ailleurs, on peut souligner ces sanctions graduelles s'opposent aux sanctions sévères qui ont été prises contre le Mali en début d'année, le 9 janvier 2022. Mais comme on l'a dit, ça SOD craint l'eau chaude. Je pense que la CEDEAO a vu comment les Maliens ont réagi, ou même l'espace CEDEAO, le peuple CEDEAO, je dirais, a réagi face à ces sanctions sévères. Et donc, finalement, dans un souci de préserver le peu de crédibilité dont elle jouit jusqu'à présent, a décidé peut-être de ne pas être beaucoup trop sévère. Ça, c'est peut-être la première explication. La deuxième explication, je pense que la Guinée a des avantages aussi bien géographiques qu'économiques. Géographique parce qu'elle dispose, contrairement au Mali, elle dispose d'un port. Et donc, finalement, fermer les frontières n'aura pas réellement d'impact, sachant qu'elle-même elle a débouché sur la mer. Et deuxième, économique, parce que la Guinée n'est pas dans l'espace UEMOA. Donc, n'utilise pas la monnaie le franc CFA. Et donc, des mesures monétaires... des sanctions monétaires n'auront pas assez d'effet. Et donc finalement, je pense que cette mesure, c'est un peu pour se sauver la face. C'est-à-dire que la CEDEAO ne pouvait pas ne pas prendre des sanctions, sachant que le calendrier qui a été décidé par les autorités de transition en Guinée, qui est de 36 mois, n'est pas accepté. Et donc, elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Donc, pour se sauver la face, a décidé de prendre de telles mesures. Mais on se pose la question, quelle peut être la portée réelle de ces mesures, et est-ce qu'elle peut avoir le but recherché qui est d'infléchir les autorités guinéennes et donc finalement de revenir sur un calendrier de transition qui est de 24 mois, ce qui n'est pas gagné. Et d'ailleurs, à ce propos, ce qu'on peut souligner aussi, c'est que l'attitude du président actuel en exercice de la CEDEAO, que est le président de Guinée-Bissau, avec Omar Sissoko Embalo, avec tout le respect que nous lui devons, je pense qu'il s'emballe un peu. Parce que déjà, on ne peut pas, en fait, des décisions importantes comme ça, on ne peut pas se permettre de l'annoncer à l'avance dans des médias. C'est pas sérieux en réalité en termes de diplomatie et de relations entre États. Et donc tout cela joue un peu en la défaveur de la CEDEAO, et ce qui fait que le peuple de Guinée, qui peut requinquer encore une fois le peuple de Guinée. Alors, Omar Mbalo qui s'emballe un peu. Alors, Monsieur Keita, comment analysez-vous les sanctions graduelles prises contre les autorités de transition en Guinée en lieu et place de sanctions plus sévères à l'image de celles prises contre le Mali en début d'année, le 9 janvier dernier? Je pense que M. Sidibé a répondu et sur ce plan-là, je suis d'accord. La Guinée, c'est pas le Mali. Elle a une ouverture sur la mer et elle a sa monnaie. En plus, pour Mais moi... est-ce que cela suffit? Même si ça suffit pas, en tout cas, c'est en partie un avantage non négligeable aux mains des Guinéens, qui plus est aussi ce que les dirigeants africains ne comprennent pas aujourd'hui, c'est-à-dire surtout particulièrement la CEDEAO, parce que sa façon de se comporter vis-à-vis des pays est inadmissible et à la limite injuste, prenant des sanctions qui non seulement contre les dirigeants, mais d'autres aussi qui visent les populations, c'est inacceptable. Donc c'est injuste, illégitime et inhumaine. On reprend les qualificatifs qui ont été employés par les autorités maliennes quand ça les concernait, et je pense que ce qu'elles disaient à cette époque-là, c'est une réalité. Donc
le fait de les prendre contre la Guinée, c'est injuste, c'est pas normal, c'est quelque chose que moi personnellement je désapprouve, parce que si le changement, comment dirais-je, de régime a eu lieu en Guinée, c'est dû à des raisons profondes. Je pense que pendant les premiers et deuxièmes mandats du président Condé, il n'est venu à l'idée d'aucun militaire d'aller occuper le palais présidentiel de Conakry. Mais si les militaires sont arrivés, c'est qu'il y a eu quand même des entorses, des entorses inadmissibles au bon fonctionnement des institutions. Et je pense que la CEDEAO devrait faire très attention à cela si elle entend être une communauté pour les peuples, c'est-à-dire veiller au respect scrupuleux, au respect sacré des institutions, notamment la limitation des mandats présidentiels. Et ça, tant qu'elle n'arrivera pas à condamner cela fermement, c'est-à-dire empêcher les présidents qui souhaitent le faire. D'ailleurs, le président Bouhari l'a bien dit lors de son passage à cette 77e anniversaire, 77e Assemblée générale des Nations Unies. Il l'a bien rappelé, à dire que lui, en tout cas, il fera tout pour assurer à son pays un développement démocratique avec le respect scrupuleux des institutions. Je pense que c'est une très sage décision de la part du président du Nigeria. Et maintenant, les soucis que l'Afrique, les pays francophones vivent, c'est en partie aussi dû à ces coups d'État institutionnels qui se sont opérés ici et là, malgré la forte opposition des partis politiques aussi. Donc justement, est-ce que peut-être que la CEDEAO n'a pas pu avoir vraiment les réponses adéquates par rapport à ces questions, et c'est ce qui la pousse peut-être à prendre des sanctions. Si aujourd'hui elle est accusée de syndicat des chefs d'État et non pas... elle doit changer de paradigme. Elle doit changer de paradigme et surtout mettre l'accent sur le fait que quand on arrive sur la base d'une constitution avec des exigences en termes de respect des mandats, cela doit être irrévocable. Personne ne peut porter entorse à cela, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, en Guinée, et puis avec d'autres velléités. Il y a le Togo aussi qui est cité. Donc tout ça, c'est des pratiques qui ne doivent plus être acceptées. Et tant qu'on laisse faire à ce côté-là, on ne peut pas condamner un coup d'État. Ce n'est pas possible. Alors, vous êtes d'accord avec cette dernière partie de l'intervention de M. Keïta? Oui, je pense que c'est le constat qui est fait aujourd'hui par rapport au fonctionnement de la CEDEAO. Je pense que beaucoup pensent justement que les chefs d'État ne sont là que pour protéger leurs pairs. C'est-à-dire que donc c'est ce qui fait que l'appellation syndicat, c'est ça. Parce qu'un syndicat, par définition, c'est fait pour défendre un corps en particulier, donc le corps présidentiel, si on peut se permettre. Donc aujourd'hui, pour que la CEDEAO retrouve sa crédibilité, elle doit aussi s'opposer effectivement à ces changements de constitution qu'on voit ça et là, quoi. Donc, mais après, ce qu'on peut dire, c'est vrai que ces derniers temps, la CEDEAO a été beaucoup présente dans l'actualité, dans le média, mais je pense que en notre qualité aussi d'observateur, la CEDEAO aussi a des avantages qu'il faut le souligner. Si on sort un peu du cadre politique, parce que la CEDEAO, elle n'est pas que politique, il y a aussi d'autres aspects. En termes d'intégration, il faut dire que la CEDEAO, c'est l'une des organisations sous-régionales la mieux organisée en Afrique. Je vous rappelle aussi, elle s'adapte. Par exemple, quand il y avait la crise de Covid, on a vu que dans l'espace CEDEAO, le prix des tests PCR ont été harmonisés, ce qui est assez, ça c'est des aspects positifs qu'on doit aussi souligner. Donc ça c'est en tout cas une information globale qu'on peut porter à la connaissance de celles et ceux qui nous écoutent. Dire que la CEDEAO elle n'est pas aussi que politique. Quand on prend sous d'autres sujets, il y a aussi voilà exactement, il y a aussi des avantages peut-être qu'il faut mettre en avant. Justement, Monsieur Keïta, certains disent que la Guinée c'est pas le Mali c'est pas la Guinée. Tout à l'heure vous avez évoqué la monnaie, vous avez évoqué le port, mais certains disent que les Maliens, les autorités
de la transition malienne ont bénéficié quand même de la solidarité du peuple. Est-ce que ça va être le cas pour la Guinée? Écoutez, les deux cas sont pas identiques. D'abord, le Mali a hérité d'une crise multidimensionnelle avant d'arriver au coup d'État, ce qui n'est pas le cas en Guinée. Ensuite, ce qui devrait arranger les Guinéens, c'était quand même à un moment donné la reconnaissance du peuple par rapport à tout ce qui a pu avoir lieu comme mauvaise ou malgouvernance au niveau de la République sœur de Guinée. Visiblement, ça n'a pas été le cas, ou à un moment donné, on peut dire que les autorités actuelles ont manqué de tact pour raccrocher pratiquement la classe politique et la société civile par rapport à l'organisation et à la gestion de cette transition. Au Mali, ce n'était pas le cas. Au Mali, le mouvement populaire qui a suscité le changement ou qui a favorisé le changement est venu de la base, d'une base populaire. Ça, c'est incontestable. Et à partir de là, nous avons assisté à une prise du pouvoir par les militaires qui ont eux-mêmes dit on est venu parachever une mission. Et ce qui est différent du cas guinéen. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que si les Guinéens veulent la souveraineté qui a été demandée par le président Sékou Touré, paix à son âme, à l'époque, depuis la fin des années 50, si les Guinéens veulent encore une fois cette souveraineté, je pense que le choix de raison, c'est quand même d'accompagner les militaires pour assurer le développement du pays. Justement, au moment où se tenait le sommet extraordinaire de la CEDEAO, le colonel Mamadi Doumbia était au Mali, c'est son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Est-ce qu'on peut dire que c'est une guerre de deux contre tous, notamment le Mali et la Guinée contre l'organisation sous-régionale? Vous savez, il y a un adage, enfin, je ne sais pas si c'est un adage, mais il y a cet élément de langage entre le Mali et la Guinée qui dit que les deux pays sont deux poumons dans un même corps. Et je pense que cela n'a jamais été aussi vrai que dans cette période où les deux pays traversent des périodes de transition et donc finalement font bloc contre la CEDEAO. Et d'ailleurs, le fait que le président Doumbouya de la Guinée décide d'aller fêter le 62e anniversaire de l'indépendance du Mali, ce n'est pas anodin. C'est aussi un message qui est envoyé justement pour faire front uni contre la CEDEAO encore une fois. Maintenant, quel peut être les aboutissants de ce phénomène, c'est-à-dire que les deux pays face à la CEDEAO, c'est que déjà on a vu que la Guinée a été solidaire envers le Mali lorsqu'il a été frappé par des sanctions sévères. Et donc aujourd'hui, Assimi Goïta, il faut le dire, c'est quelqu'un qui bénéficie d'une certaine popularité au-delà du Mali. Et donc le rapprochement entre Goïta et Doumbouya peut bénéficier à Doumbouya justement parce que y a ce qu'on appelle en analyse des discours, c'est aussi Goïta fait aujourd'hui figure d'autorité, c'est-à-dire que lorsqu'on se rapproche de lui, on peut effectivement bénéficier de la sympathie dont il dispose et donc d'autant plus que les deux s'alignent sur la même ligne. Donc je pense qu'à travers ça, Doumbouya aussi veut avoir, parce que je suis d'accord avec M. Keita, effectivement, on voit que le pouvoir en Guinée n'est pas aussi populaire qu'au Mali. Et donc finalement, il y a aussi une forme de légitimation dont Doumbouya a besoin pour faire face justement à d'éventuelles sanctions. Et à ces propos, il y a ce qu'on appelle aussi l'effet drapeau. C'est-à-dire que même si le pouvoir n'est pas populaire aujourd'hui, à partir du moment où le pays sera sanctionné, le peuple se rance derrière le drapeau.
Ça, c'est un phénomène qu'on peut constater dans beaucoup de pays. C'est-à-dire que finalement, en fait, les sanctions, on a l'impression que les sanctions créent des effets inverses. C'est-à-dire qu'au lieu que ça affaiblisse les pouvoirs, ça renforce d'une certaine manière. On a vu ça au Mali, et donc je pense que le même cas n'est pas exclu en Guinée. Merci. Justement, M. Keïta, comment analysez-vous ces rapprochements entre le colonel Doumbouya et le colonel Goïta face à la CEDEAO? Le rapprochement entre les deux responsables aujourd'hui, je pense que c'est un rapprochement de raison. Et aussi, comme l'a rappelé M. Sidibé, c'est le président Sékou Touré qui a dit le Mali et la Guinée, c'est deux poumons d'un même corps. Mais quand, historiquement parlant, si on va au-delà de cette affirmation incontestable, on remarquera quand même que le Mali, c'est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, dans son existence historique, va au-delà de ses frontières actuelles. Pour preuve, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Niger, en Algérie, en Côte d'Ivoire, en Guinée, partout au Burkina Faso, dans tous nos pays limitrophes, vous trouverez quand même qu'il y a des familles de part et d'autre qui sont liées par le sang. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on ne comprend toujours pas pourquoi cette CEDEAO-là s'est liguée contre le Mali sans pour autant l'aider à franchir un cap, c'est-à-dire à aider le pays à franchir un cap. Mais quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de, comment on appelle, de coalition contre ces jeunes États, ces jeunes militaires, on se pose bien des questions. Mais pourquoi ici, on entend toujours la défense des intérêts des citoyens occidentaux. Pourquoi pas cette exigence, cette même exigence au niveau des pays africains pour dire on défend les pays et les citoyens. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc, le fait que M. Doumbouya soit se rapproche Assimi Goïta pour participer à la célébration de la fête de l'indépendance, moi je trouve que c'est un signal fort. Tout comme il y a quelques semaines encore, il avait permis, M. Doumbouya, au gouvernement, à certains ministres du gouvernement malien, au Conseil des ministres. Je pense que ça, c'est des démarches qui sont à saluer et qui sont intégratistes. Donc, aujourd'hui, où par rapport à ce déplacement-là, on n'a pas eu suffisamment d'informations, au-delà des bonnes relations cordiales et fraternelles entre les deux pays, il est dit par certains milieux guinéens que le déplacement avait pour but de favoriser ou de trouver une issue favorable par rapport à la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais bon, ça, j'en ai pas entendu dans les déclarations des autorités maliennes, mais en Guinée, c'est ce qui se dit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. Donc, encore une fois, au-delà de toutes ces considérations-là, un peu... Voilà, je trouve que c'est une très bonne chose et c'est une action à saluer et qui va dans le sens de l'intégration des pays